Je m'assieds. Oh, ça fait du bien d'être assise et je suis désolée pour ceux qui sont debout. Ah oui, bien sûr. Je suis vraiment très désolée. Qui ramène les yeux. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et même de loin. Je suis la fille aînée de Jean et Germaine Thuillier. Depuis 15 ans, je dirige la galerie Ediforge en Briance, dans le petit local qui était à côté. Les deux galeries étaient reliées, il y avait une petite porte qui donnait sur un bureau. Maintenant, nous retrouvons nos locaux d'origine, certes rénovés dans l'air du temps. L'inauguration de la galerie a eu lieu il y a 43 ans, en 1976. D'ailleurs, il y a des photos en noir et blanc qui retracent un peu ce vernissage qui était fou. Mes parents avaient une idée incroyable, c'était de réunir 50 autoportraits d'artistes. Ce qui fait que 50 artistes avaient invité leurs amis. C'était pas bête. Donc ça fait du monde, oui. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage aux fondateurs Jean et Germaine Thuillier. Jean Briance fut le pseudo littéraire de papa. Lorsqu'il travaillait encore dans l'industrie pharmaceutique, il ne voulait pas mélanger les deux domaines. Par la suite, il reprit son nom pour publier essais et romans. À la galerie, il était surtout connu comme Jean Briance. Briance, c'est l'affluent de la Vienne qui coule dans le Limousin et mon père était originaire de Limoges. Mes parents étaient un couple très fusionnel. Ils ont toujours travaillé ensemble. Après une carrière scientifique bien remplie, ma mère était ingénieure chimiste et mon père psychiatre et pharmacologue. Ils ont inventé des médicaments dont la commercialisation leur permit de changer de vie. Ma mère dirigea la galerie auprès de la femme du peintre Olivier, dont on a une œuvre ici et d'autres par là-bas, aidée de Madame Claudine Martin, qui était sa compagne et femme et qui l'a beaucoup secondée. Enfin, ma mère, venant du milieu scientifique, n'avait pas beaucoup de connaissances en ce qui concernait l'organisation d'une galerie. Mon père se dédia justement parce qu'il était tranquille à l'écriture, tout en partageant l'amitié avec de nombreux artistes avec lesquels il réalisa quelques très beaux livres qui sont dans une vitrine. J'ai pensé que deux amis ici à table pouvaient vous donner envie d'en savoir un peu plus sur Jean Thuillier et surtout à vous encourager à découvrir ses livres, car c'était vraiment un écrivain de talent et un conteur hors pair. Je vous présente Alain Bellé, psychanalyste de l'association lacanienne internationale, psychologue, psychothérapeute, docteur en psychopathologie. Outre l'activité de psychanalyste en cabinet, il a la fonction de psychothérapeute dans un service de psychiatrie adulte pendant une trentaine d'années. Donc je vais lui laisser la parole, il va vous dire quelques mots. Merci Françoise. Bien. Alors, à la demande de mes amis, Françoise et Elki, j'ai 4 minutes pour vous retracer la carrière de Jean Thuillier, médecin psychiatre, s'étant spécialisé en psychopharmacologie. C'est le terme qu'il a certes inventé. Si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours dans ce domaine, je ne peux que vous renvoyer à son livre « Les 10 ans qui ont changé la folie, la dépression et l'angoisse ». Vous pourrez, à sa lecture, apprécier les dons de conteur de son auteur, ce qui sans doute le rapproche de la sensibilité artistique d'un certain Jean Briance. Est-ce là le signe d'un trouble de la personnalité multiple? Trouble dissociatif cher à nos amis américains et thème de prédilection
des thrillers, dont le film Glace est le dernier du genre. Pour être plus sérieux, avec Jean Thuillier, c'est le médecin qui vous parle, celui qui accompagna cet indéniable tournant que connurent les soins psychiatriques au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il se déclare avoir été le témoin actif et passionné de cette période durant laquelle furent introduits les premiers médicaments destinés à soigner ce qu'on nommait la maladie mentale, depuis Pinel, sans avoir plus de prise sur la dite maladie, en dehors des vertus protectrices de l'asile et quelques improbables traitements de choc. C'est en effet en France que furent mis au point ces premiers médicaments, largatives, appelés neuroleptiques ou antipsychotiques, dont l'efficacité fut avérée dans la réduction des manifestations les plus bruyantes des états psychotiques aigus, délire, hallucination, troubles du comportement, agitation. Peu de temps après, ce furent les antidépresseurs et les anxiolytiques qui furent mis au point par la même équipe à laquelle appartenait Jean Thuillier, qui participa largement avec son épouse chimiste, non seulement à la découverte de nouvelles molécules, mais à leur diffusion et à leur reconnaissance parmi les soignants en psychiatrie. C'est cet âge d'or des premières expérimentations qu'il connut bien, qu'il nous décrit non sans un certain humour distancié vis-à-vis d'une période où certains ont cru pouvoir disposer d'une véritable entrée dans la folie en étant capables de la provoquer expérimentalement, d'interrompre le processus à volonté, comme pour défier cette phrase inscrite sur les murs de l'internat de Sainte-Anne, « N'est pas fou qui veut ». On retiendra cette époque bénie pour le pharmacologue, où l'accès libre à un grand nombre de substances et leurs produits de synthèse permettait de croire à, je cite, une thérapeutique chimique de la folie. L'engouement fut grand pour tous ces produits de synthèse fabriqués en laboratoire. Sandoz finançait royalement les expérimentations et les congrès internationaux pour leur promotion. Et c'était l'époque où on n'hésitait pas à y mettre de sa personne pour en expérimenter les effets. Ainsi, le LSD, reproduisant l'ergot de seigle de sinistre mémoire, fut-il assez largement consommé par les chercheurs qui s'enthousiasmaient de faire connaissance avec le phénomène hallucinatoire et le délire propre à la folie, tout en contrôlant la durée et l'intensité. Premier temps précurseur des découvertes décisives, tous ces produits, mescaline, LSD, peyote, curare, ecstasy, psilocybine, tous ces produits furent consommés aussi bien par le médecin-chercheur que par son patient, et bientôt par un public de plus en plus élargi. Jean Delay, directeur de recherche à Sainte-Anne, aussi bien qu'Henri Michaud, consommèrent de la psilocybine et la mescaline, ce qui permit à ce dernier, à Henri Michaud, d'écrire « Misérable miracle ». En comprenant mieux les mécanismes de la folie, de l'intérieur, grâce à ces substances, on a pensé pouvoir les utiliser dans un but thérapeutique, et ce fut le temps des narco-analyses, entre autres. Mais au-delà de la folie, c'est le mystère de la puissance créatrice artistique qui était également interrogé et qu'on espérait mieux appréhender par le biais de ces expériences. Et c'est sans doute là ce qui a constitué le lien entre Thuillier et Briens, entre une démarche expérimentale des plus scientifiques dans la compréhension des troubles profonds de la personnalité, en même temps que la compréhension des mécanismes intimes de la création artistique. Cette démarche fut d'ailleurs celle d'Henri Michaud, qui se prêtait à ces expérimentations sous la surveillance d'un médecin, avec un protocole médical prédéfini, tout en dessinant. Il s'agissait d'une approche scientifique de la création artistique sous l'effet de ces substances. On sait la suite. Toutes ces molécules ne se cantonnèrent pas dans le strict cadre de l'expérimentation scientifique. Le LSD fit les beaux jours, les belles nuits d'Ibiza.
Les dégâts qu'elles causèrent dans tous les milieux, suicides, décompensations, conduisirent à leur prohibition. Mais avant cela, leur usage avait permis des expérimentations décisives qui ouvriront la voie aux thérapeutiques cliniques chimiques de la folie. Henri Laborit, chirurgien en Val-de-Grâce, découvrit l'usage du largatile, en particulier pour l'anesthésie. Pierre-Denis Caher, à Sainte-Anne, trouva l'application de ce même produit en psychiatrie. Chacun étant authentiquement et souvent passionnément engagé dans sa démarche, perçoit les résultats en fonction de ses convictions. Là où les partisans de la pharmacologie voient dans les neuroleptiques le premier traitement efficace qui aurait rompu la chronicité des psychoses et leur inéluctable évolution, d'autres sont beaucoup plus nuancés quant aux résultats. Mon expérience au contact de ces patients traités et dans mes échanges avec les équipes infirmières qui les visitent à leur domicile me conduit également à beaucoup de réserves, même si l'on ne peut nier une relative abrasion des manifestations les plus brillantes par ces traitements. Le LSD, alors, est un puissant antagoniste de la sérotonine. Et c'est de cette propriété qu'il tire ses effets aussi impressionnants que redoutables. La sérotonine est un des neuromédiateurs qui assure la transmission de l'influx nerveux dans notre cerveau. Sérotonine, c'est aussi le titre du dernier livre de Michel Houellebecq, écrivain contemporain de notre époque. Je lui laisse les derniers mots pour évoquer un traitement antidépresseur auquel il va donner le nom de Captorix dans son roman. Quelques lignes. C'est un petit comprimé blanc, ovale et sécable. Il ne crée ni ne transforme, il interprète. Ce qui était définitif, il le rend passager. Ce qui était inéluctable, il le rend contingent. Il fournit une nouvelle interprétation de la vie, moins riche, plus artificielle et empreinte d'une certaine rigidité. Il ne donne aucune forme de bonheur, ni même de réel soulagement. Son action est d'un autre ordre. Transformant la vie en une succession de formalités, il permet de donner le change. Partant, il aide les hommes à vivre, ou du moins à ne pas mourir, durant un certain temps. La mort, cependant, finit par s'imposer. L'armure moléculaire se fendille, le processus de désagrégation reprend son cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors moi, je vais faire un petit break pour refaire de la pub pour le livre de papa. Parce que c'est vraiment... il y a peu de gens qui ont relaté cette aventure qu'a été la découverte des neuroleptiques à Sainte-Anne dans les années 50, de cette façon aussi bien racontée. C'est vraiment des petites histoires qui font la grande histoire. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer comment commence le livre. Je vais lire juste un petit chapitre, tout petit, pour vous donner envie de continuer. L'angoisse et la fureur, un colonel en or. Du soleil dans la tête, du soleil dans ma tête, pour me faire une autre tête. C'est ce que répète sans arrêt le colonel en se balançant dans son lit, de gauche à droite, régulièrement comme un métronome. Chaque fois que je passe devant lui, il s'arrête, bombe le torse, me fixe, fait dans ma direction un salut militaire, comme s'il répondait au mien et me dit « Repos !» Il ajoute « Lieutenant, vous irez dire au commandant Thomas que la batterie de 155 doit être déplacée. Elle ne peut pas tirer d'obus en or. » Tout ce que touche le colonel devient de l'or. Et avec cet or, il va acheter le monde. La seule chose qui l'inquiète, c'est sa tête. Elle aussi, elle est en or. Pour lui, ce n'est pas pratique. Il faut qu'il trouve un stratagème pour la changer. Et il a besoin de soleil, beaucoup de soleil. Malheureusement, c'est la nuit.
Et il pleut sur Paris et sur le centre psychiatrique Sainte-Anne, une pluie fine et tiède, et je ne peux pas donner de soleil au colonel. Son délire mégalomaniaque provient d'une vieille syphilis mal soignée. Le colonel présente une maladie mentale qu'on appelle la paralysie générale, qui traduit une localisation cérébrale de la syphilis. Nous sommes en 1947, l'emploi de la pénicilline n'est pas encore généralisé et je dois impaluder le colonel, c'est-à-dire lui inoculer le paludisme, la malaria, pour tenter de guérir sa pauvre tête en or. Bon, alors, il y a plein d'histoires extraordinaires. Il a une ménagerie incroyable, avec des souris tournantes, parce qu'il faut se dire que pour expérimenter les médicaments, on est obligé un petit peu de passer par les animaux. On n'aime pas ça aujourd'hui du tout, mais malheureusement, il faut le faire. Et comment simuler la folie chez un animal? C'est très compliqué, parce qu'on n'est pas encore rentré dans leur tête. Donc, c'est physiquement, physiologiquement, qu'on arrive à leur inoculer des drogues pour voir si les médicaments peuvent les guérir ou les soigner. Et donc, il a inventé des souris tournantes, des rats assassins. Entre autres, il a donné du LSD à une araignée. Toutes ces aventures sont racontées. Il y a plein de choses, c'est bourré d'anecdotes et je vous encourage beaucoup à le lire. Qui tissait mieux sa toile après le LSD qu'avant. Ah oui, elle la tissait mieux. Elle la tissait mieux de façon plus rigoureuse et elle ne se laissait pas distraire. Par contre, il fallait lui donner du LSD. Et c'était une grosse araignée qui répugnait tout le monde. Et c'est pas à elle qu'on inoculait le LSD. On l'inoculait dans des gros verres qu'elle dévorait avec grand plaisir dans sa toile. Donc on lançait des verres pleins de LSD pour qu'elle... Bon, enfin, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait dire, n'est-ce pas, sur ce bouquin. Bon, et là, je vais passer la parole à Sylvestre Clancier, qui est un poète, qui a longtemps présidé le Pen Club de Paris. Nos papas respectifs étaient très liés d'amitié tous les deux. Ils venaient tous les deux de Limoges, ils écrivaient, ils se confiaient l'un l'autre. Le père de Sylvestre, Georges-Emmanuel Clancier, écrivain et poète, académicien, est décédé l'année dernière, l'été dernier, à l'âge de 104 ans. Et vraiment, c'était une personne qui m'a laissé un souvenir délicieux et très marquant. Sylvestre a bien connu mon père sous les deux casquettes, de scientifique et d'homme de lettres, au moment où lui-même se lançait dans l'aventure éditoriale et où il fréquentait les mêmes locaux de la rue Saint-André-des-Arts, pas loin d'ici. Je lui laisse la parole. Merci Françoise, merci pour ce que vous avez dit. Bon, après tout ce qui a été dit, qui est très très intéressant, comme j'aime beaucoup Françoise, qui est comme une sœur pour moi, et que j'ai apprécié votre intervention, je ne dirais pas que vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, mais, non. Mais il y aura forcément des redites, je les dirai à ma manière, parce qu'effectivement j'ai eu le bonheur et la chance et le plaisir de bien connaître Jeantet et Jean B. Jeantet c'est Jean Tudier, Jean B c'est le même, mais c'est Jean Briand. Bon. Alors on dira Jeantet et Jean B. Alors voilà, parce que je l'ai connu quand j'avais une vingtaine d'années, et donc comme il a pas de fils, il m'a pris en affection, un peu comme si j'étais son fils ou son neveu, enfin c'était pareil, et donc on a eu beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Alors voici ce que j'ai à vous dire, puis après je pourrais ajouter des petites choses, répondre à vos questions si vous le souhaitez. Donc je dis que pour moi l'ami Jean c'était un vrai Janus Biffron. Hein. Étant Gémeaux, personnellement, je ne pouvais que l'aimer et le fréquenter, hein. Ça c'était clair. Il le savait d'ailleurs. C'était un vrai surdoué, car Jean était un surdoué. Une sorte d'Hermès, je dirais, mais un Hermès Orphée. C'était un homme bon, il était très généreux, et il n'avait aucune complaisance dans les expériences qu'il pouvait faire, même par rapport à l'araignée. En fait, il faisait des choses très gentilles. Il ne faudrait pas qu'on ait une vision de... Parce qu'il savait ce que c'était aussi l'expérimentation animale, mais il avait un regard bienveillant et généreux sur toutes les espèces. Donc, pas simplement l'homme, mais aussi les animaux. Alors, grâce aux associations libres de sa pensée, qui étaient toujours audacieuses, ce hardi Limousin forma une équipe gagnante avec son épouse Germaine, que j'ai bien connue et appréciée aussi, qui elle était d'origine roumaine. Elle était, ça a été dit, mais je le pense, et c'était vrai, une chimiste exceptionnelle. Il était un médecin doué, psychiatre, disciple et ami du professeur Jean Delay,
Et il élabora à l'INSERM, dans son laboratoire, avec Germaine, les premiers antidépresseurs, ça a été dit, qui révolutionnèrent la psychiatrie française, ça c'est certain. Je vous renvoie à son magnifique ouvrage, signé Jean Thuillier, Les 10 ans qui ont changé la folie. Alors c'est d'abord paru en 81 chez Lafon, et ça a été republié en 2003 chez RS, qui était l'une des maisons dont j'étais cofondateur, et à laquelle nous l'avions associé, Jean, parce qu'il avait une passion pour tout ce qui était nouveau pour lui. Donc comme moi j'étais éditeur, il voulait être éditeur, on était éditeur ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Voilà, c'était comme ça avec Jean, on déjeunait, puis il y avait un projet, puis on y allait, on faisait des tas de choses. Alors il aimait ça, c'était un homme d'action, et comme il était aussi un homme de réflexion, de méditation et de contemplation, ce que je suis aussi, j'étais à la fois un homme d'action et un homme... J'étais un peu à son image, donc il était tout heureux de voir que ça fonctionnait bien des deux côtés. Je pouvais parler aussi bien en même temps avec Jean T qu'avec Jean B, donc c'était agréable. On pouvait avoir des conversations sur les deux sujets dans un même moment, quoi, à peu près. Alors voilà, donc il était tellement entreprenant, et plus entreprenant que la plupart des collaborateurs de l'INSERM. Les administrateurs, ils voulaient pas exploiter les brevets. Alors, il a été tout naturel. Il leur a dit, mais écoutez, c'est pas possible. On a des trucs, c'est quand même formidable. Ça va aider des gens, ça va les aider, ça va faire du bien. Il faut les exploiter. Alors, il a dit, écoutez, vous voulez pas le faire, mais moi, je vais le faire. On le fera en collaboration à 50-50. Et on fera ça avec l'INSERM. Et il a obtenu leur accord. Alors, il a été chercher une aide de l'Agence nationale de la valorisation scientifique, l'ANVA, qui a donné des aides. Et puis, ils ont fait le laboratoire. Lui et Germaine, ils sont lancés là-dedans. Le laboratoire en phare, tout ça, ça marchait. C'était du tonnerre. Et ils ont développé à merveille ces précieuses antidépresseurs. Le problème, c'est que Jean, il m'en a souvent parlé. Il me dit, on se vous voyait. Il me disait vous, bon, et moi, ça m'a jamais gêné. Et moi, je lui disais vous. Alors, vous comprenez, c'était devenu très vite très embêtant parce que j'avais du personnel, puis il y avait des problèmes administratifs, puis les gens ils sont jamais contents, alors ils demandent si, puis lui pourquoi il y a le machin, le café, le machin, la pause, ceci, la pause. Mais moi c'est pas mon truc, enfin moi ça m'emmerdait de parler de tous ces problèmes-là. Oh j'en ai eu marre, j'ai tout bazardé, mais il l'a bien vendu, ils l'ont bien vendu. Et puis j'avais envie de faire autre chose, ça c'est vrai. Mon ami Jean, le docteur Janté n'était pas spécialement boutiquier, ça c'est sûr. Il avait de plus nobles ambitions, il voulait faire une carrière d'écrivain plutôt qu'une carrière d'industriel de la pharmacie, ça c'est sûr. Il vendit assez vite le labo, développa ses rêves d'écrivain, tandis qu'il aidait Germaine, ça a été dit très bien par François, son épouse, à devenir galeriste, avec la participation, ça a été souligné, d'une femme, je crois que je l'ai aperçue au fond tout à l'heure, là, d'une femme spécialiste de ce milieu, Claudine Martin, je crois qu'elle est ici, l'épouse d'un peintre talentueux, Olivier Olivier, membre du groupe Panique, ami de Roland Topor. Voilà, donc tout ça, c'est parti, tout ça. Inauguration en 76, on se voyait beaucoup avec les Thuillier, les Clancier, les Thuillier, on se voyait beaucoup. Alors, il avait dans le même temps, avec l'aide bienveillante de Roger Caillois, publié chez le fameux éditeur de Julien Gracq, José Corti, que je connaissais aussi, que mon père connaissait, sous le pseudonyme de Jean Briance, donc ça a été évoqué par Françoise. C'est la belle rivière Briance, une merveilleuse rivière de son Limousin natal. C'est mon Limousin natal aussi, à moi, à mon père, à ma mère, etc. Donc on avait beaucoup d'atomes crochus, évidemment. Alors c'est un étonnant roman qui s'intitule Bulande. Alors l'ambitieux projet de l'ami Jean B, consistant à vouloir écrire au fil des années, ça il m'en parlait beaucoup, une vaste fresque des pauvres têtes, entre guillemets, et en même temps des originaux de génie. Les deux mondes dans son esprit étant celui des vases communicants. Il avait tout à fait raison. Et il disait souvent les plus grandes découvertes partent d'une simple observation de bon sens. Par exemple, il a écrit un superbe bouquin passionnant sur Semmelweis. Semmelweis qui a résolu, en fin de compte, la façon d'endiguer les fameuses fièvres puerpérales. Beaucoup de femmes mouraient en Autriche des fameuses fièvres puerpérales. Par manque d'hygiène, il a dit tout simplement, mais c'est simple, mais pourquoi? Mais il faut se laver les mains, à tout moment il faut se laver les mains, il faut se laver les mains, il faut se laver les mains avec du savon, tout ça. Et ça a fait chuter énormément. Donc c'est génial. Mais il disait, mais souvent c'est ça les grandes découvertes, c'est tout simple. Et les gens étaient pleins de bon sens comme ça. Et alors il a écrit un très bon bouquin là-dessus. Et puis il me disait, c'est quand même pas rien, c'est que le fameux docteur des touches, Louis-Ferdinand Céline, c'est qu'il a fait aussi sa thèse sur Semmelweis, etc. Donc il faisait beaucoup de liens comme ça. Jean B, Jean T, c'est toujours les deux mêmes. Donc voilà. Alors, il ne faut pas oublier que c'était d'abord un psychiatre. Il était le cadet de ma mère, Anne Clancier, qui était née en 1913, lui il est né en 21, genre. Donc, elle était l'une des toutes premières femmes à devenir médecin, neurologue et psychiatre avant-guerre, en 1939, puis également psychanalyste, ce qui n'était pas lui. Et il y avait d'ailleurs des échanges intéressants entre ma mère et lui, à savoir, ah mais vous avez franchi cette frontière, je n'ai pas... Alors vous avez amélioré dans une voie une forme d'aide aux personnes par la psychanalyse, et moi je l'ai aidé dans l'autre voie, mais à nous deux, alors c'est formidable. Alors, ma mère était d'accord, elle dit, ouais, à nous deux, on est bien. C'est ça. Il était toujours pour rassembler. Et alors donc,
il avait ce côté-là, il avait une grande admiration pour ma mère pour les raisons que je viens d'évoquer. Il vouait également à mon père, Georges Emmanuel, également limousin, homme de radio, romancier, poète, une réelle admiration, une sincère amitié. Donc en quelque sorte, ce que j'ai compris, c'est que ce couple, qui était celui de mes parents, réunissait les deux passions de Jean T et de Jean B. Donc il avait devant lui, non pas père et mère, c'était des aînés, certes. Il était né en 21, il était de la génération de la sœur cadette de mon père, qui est morte il y a très peu de temps aussi. À peu près, ils avaient le même âge, Jean et ma sœur et ma tante. Et voilà, donc il se disait, mais c'est formidable, oui. Alors voilà, donc c'était bien. Mais lui, il faisait un très beau couple avec Germaine aussi, ils ont fait des choses ensemble, je l'ai dit, c'était passionnant. Alors il a rencontré Caillois, qui était un ami de mes parents. Il fréquentait beaucoup le 25 rue du Bec de chez mes parents, Caillois aussi. Ils étaient proches, c'était des gens qui aimaient échanger. Il fallait voir qu'à cette époque, moi j'étais adolescent, il y avait dans les salons de mes parents qui réunissaient souvent leurs amis, il y avait Caillois, il y avait le docteur Gaston Ferdière, qu'on a beaucoup décrié, qui était celui de Rodez, là, où Artaud avait été interné. Bon alors, les surréalistes, ils n'aimaient pas Ferdière, n'empêche que Ferdière avait quand même un regard humain sur Artaud, il n'a pas été méchant avec Artaud. D'ailleurs, Jean T m'en parlait, enfin ton père m'en parlait, il me disait, mais non, il ne faut pas exagérer quand même, c'était pas... Bon, évidemment, mais il faisait, à l'époque, il faisait ce qu'il savait faire. C'est-à-dire qu'il faisait, et ma mère qui a été médecin dans les hôpitaux psychiatriques, je sais, parce que quand j'étais enfant, on y était aussi, et elle me disait, c'était terrible, moi j'étais pas toujours d'accord, mais il y avait des collègues, ils disaient, mais s'il faut faire l'électrochoc, il faut quand même le faire, ça fait des effets, tout ça. On en était là. Et bon, alors, je n'ai pas le but d'en discuter là, mais c'était ça le milieu à l'époque. Et du coup, il y a eu une innovation par la psychanalyse, il y a eu une innovation par les médicaments, et donc finalement, on est sorti un peu de cette espèce de camisole là, de l'électrochoc. Donc c'était des débats intéressants. On parlait de tout ça chez mes parents, donc c'était passionnant. Alors bon, ce qui s'est passé, c'est que Jean avait beaucoup d'admiration, à juste titre, pour Roger Caillois. Tout à l'heure, il y avait une amie, Odile Felgin, qui a écrit la biographie de Caillois, qui était là, elle ne pouvait pas rester jusqu'au bout, mais elle était très heureuse de venir là tout à l'heure. On a beaucoup parlé de Caillois, et c'était une référence pour Jean, les cases d'un échiquier et tout ce qu'a écrit Roger Caillois. Alors, Jean savait que mon père et Caillois étaient membres actifs, très actifs même, du Pen Club. C'est une association mondiale d'écrivains créée en 1921 qui défend la liberté d'expression, qui est favorable à la paix, d'humaniste donc. Mon père en fut président, Roger Caillois vice-président, et Jean en deviendra à son tour un membre actif et fidèle jusqu'à sa mort. Ça faut le dire, il était très présent. On l'a présenté certains de ses livres à certains moments au Pen Club. Parce que je l'ai été aussi ensuite président, donc on s'est occupé aussi de tous nos auteurs, et de Jean notamment. Voilà, donc je vous ai fait cette petit résumé sur ce qui passait dans les salons. Autour des débuts des années 70, il y avait dans les salons de mes parents beaucoup de brassages comme ça, et surgit l'idée à ce moment-là de créer une revue. Parce qu'il était très entreprenant, Jean. Donc il disait ah oui, mais il faut faire une revue, c'est une très bonne idée, comme il y avait dans les salons des peintres, des artistes, des sociologues, des psychanalystes, des médecins, enfin, on brassait comme ça. Ils se sont dit, on va faire une revue qui s'appellera la revue F. Alors F comme fantaisie, comme farfelu, comme Freud, comme femme, comme tout ce qu'on veut. Alors c'était une revue qui a eu plusieurs numéros. Et Jean a dit, oh ouais, je la finance, je vais la faire dans mes locaux, là, à côté, rue Saint-André des Arts, Edifort, la Gazette des Hôpitaux, parce il brassait beaucoup. Voilà, donc ça a eu lieu, c'était une belle revue qui a fait des numéros intéressants sur Pierre-Albert Birot, il y a eu des numéros intéressants. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après Ah oui, ça c'est amusant, cette histoire-là. Quelques années plus tard, donc ça c'est à partir de 68, moi je me suis développé dans le monde de l'édition, en France, au Québec, etc. J'ai fait plein de trucs, et Jean, il le savait. Alors, quand je reviens après de mon retour de coopération, il me voit travailler de nouveau dans l'édition. Il me dit, mais moi, Sylvestre, vous comprenez, moi j'ai fait Bulan chez Cortis, c'est bien, mais bon, moi je voudrais continuer mon œuvre d'écrivain, tout ça. Vous connaissez ce monde-là, moi je ne le connais pas. Alors vous allez devenir mon agent littéraire. Je lui dis, écoutez, Jean, quand même, je peux vous donner un coup de main, mais agent. Non, pas du tout, tout de suite, il me donne rendez-vous. Il avait préparé un contrat. Et non, il était sérieux. Il me dit, si, vous êtes. Alors je signe, et vous êtes agent. Alors je lui dis d'accord, bon, ah ben c'est que maintenant vous allez avoir du boulot, il me fait comme ça. J'ai dit bah oui, j'ai signé alors. Et je me suis occupé de lui effectivement. Donc j'ai été voir des amis éditeurs, les Calman Lévy et d'autres, et on a publié ses premiers livres comme ça. Donc La médecine et la mort, c'est un très beau livre qui est paru chez Calman Lévy, c'est bouleversant. Il était en avance sur son temps, il a toujours été en avance, Jean, parce qu'il dit des choses très fortes sur. Là, je m'éloigne de mon texte, mais je suis à peu près plutôt que de lire, je vous raconte. C'est vraiment un ouvrage, il est là, poignant.
il avait anticipé tout ce qu'il fallait avoir d'humanité pour la fin de vie, pour éviter les douleurs inutiles. Donc c'était vraiment quelqu'un de très très bien veillant et en avance, un esprit libre, audacieux même, je dirais. Et c'est vrai que le livre « Les 10 ans qui ont changé la folie » est passionnant. C'était un grand pédagogue. Ça se lit comme un roman. C'est passionnant. Non, c'est vraiment... Et alors après, donc qu'est-ce qui se passe? Je saute là. Je fais connaître plein d'éditeurs. Il signe. Après, je lui dis, vous n'avez plus besoin de moi. Vous voyez, il connaissait tout le monde après. Donc c'était parfait. C'est des gens que je connaissais. Donc souvent, il me disait, mais l'autre jour, j'ai vu André Balland là. D'ailleurs, il est pas loin. Il faut qu'on déjeune ensemble pour ci, pour ça. Donc on a déjeuné parfois ensemble avec des éditeurs. J'en étais un aussi. Alors un jour, il me téléphone. Ça, c'est amusant. Il me téléphone et il dit, Sylvestre, je vide les bureaux du 49 rue Centre des Arts, c'est à côté là, où il était installé avec la Gazette des Hôpitaux, tout ce qu'il faisait, quoi, en plus de la galerie. Il me dit, oh non, j'en ai marre, ça va, c'est des soucis, je mets fin au bail, je rends les locaux à la fin de la semaine, est-ce que ça vous intéresse? Il me fait comme ça. Il était comme ça, hein, Jean. Alors moi, je lui dis, écoutez, vous savez bien que j'ai des locaux moi, qui me plaisent beaucoup, je suis 4 avenue de l'Opéra, je donne sur la place Colette, c'est bien aussi. Il me dit, combien vous payez? Alors je lui dis, mais il me dit, c'est beaucoup trop cher. Il me fait comme ça. C'était pas donné. Bon, écoutez, on se débrouillera, vous venez si ça vous intéresse et on va voir, on se mettra d'accord, on va s'arranger. Alors bon, lui, il s'est arrangé, j'ai compris, il n'était pas fou ton père. Il se disait comme ça, je rends pas le bail. C'est un homme d'affaires quand même. Je rends pas le bail, Sylvestre va payer les locaux avec sa condition. Il savait que les loyers n'étaient pas très chers. Ils vont pas augmenter, ce qui est vrai, ils vont pas augmenter parce qu'il était un bon négociateur aussi. Donc il s'est arrangé avec le laboratoire Roland qui était propriétaire. Vous n'augmentez pas, j'ai quelqu'un de fiable, il est sérieux, c'est un ami, on travaille ensemble, ils sont paf. Il replonge pour le bail et moi il me sous-loue en fait en gros. Mais j'ai fait aussi une bonne affaire parce que c'était moins cher que mes locaux là-bas. J'étais content parce que j'étais plus dans le milieu de l'édition qui était plutôt par là. Donc tout le monde était content. Voilà, c'est comme ça que ça marchait avec les gens. Et donc on a fait bons amis, on a connu. Après il m'a dit, donc elle marche pas mal votre maison, vous pourriez pas m'associer? Il me fait comme ça. J'ai dit, mais pourquoi faire? Ça vous servait à rien? Ah ben si, ça me fait plaisir. Alors, il a pris une petite part. Bon. Il était gentil. Après, il me voit, il dit, mais vous m'avez caché un truc. Vous avez créé RS avec d'autres dans les sciences humaines, parce que moi j'avais ce côté aussi, un peu comme lui, Biffron, là, ma mère étant plutôt sciences, médecine. Et j'avais créé cette maison RS avec des amis, à peu près au même moment que l'autre maison Clan-Séguéno, qui elle était installée là, l'autre était à Toulouse. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec eux? Je dis, on fait ça. Mais ça n'a rien à voir avec les polars, les machins, les bouquins, la poésie que vous publiez. Je dis, non, non, on ne va pas mélanger tout. Bon, mais ça m'intéresse aussi parce que pour mes bouquins, là, il y a des rééditions à faire. Je lui ai dit, bon, c'est pas compliqué. Alors, on a réédité du coup en 2003 celui-ci, là, chez RS. Voilà, bon. Et ça marche bien, RS, ça continue. Moi, j'ai pris ma retraite maintenant, donc moi, j'ai vendu mes parts aussi. Mais enfin, c'est quand même une belle aventure. Voilà. Donc, je passe et bon, c'est pour vous dire que. Alors, oui, il y a quand même un élément important aussi. Je termine. Donc, je fréquentais beaucoup la galerie. On faisait des lancements. Ici, il y a des expositions magnifiques. Non seulement autour du groupe ici, mais des expositions de Courme, de Lydia Rix. Il y a eu plein d'expos formidables ici. Elles avaient toutes beaucoup de succès et c'était mérité. Et puis il y avait aussi, Jean et Germaine avaient une très belle propriété à Mas, à Tourette-sur-Loup, c'est près de Nice, sur les hauteurs, c'est magnifique. Ils avaient bon goût, c'était beau, ils étaient très heureux d'aller là. Alors moi, j'étais éditeur, j'allais au Festival de Nice tous les ans. Alors il me disait, Sylvestre, quand vous allez au Festival de Nice, il faut me tenir au courant. Si vous avez des gens intéressants à m'amener, n'hésitez pas. Comme moi, ça me faisait plaisir de les voir, puis j'étais très content d'être chez eux, passer une journée ou deux là-bas, au Mas. Alors, par exemple, j'ai fait connaître à Jean Thuillier un type exceptionnel qui était un grand ami que j'avais connu au Québec, que je revoyais souvent quand il venait en France, c'est Gaston Miron, un grand écrivain québécois. Donc, je l'ai fait connaître à tes parents. Il est venu avec moi à Tourette. Ils étaient ravis l'un et l'autre, mais ravis. Et ça plaisait à Gaston, parce que Gaston, lui, quand il venait en France, c'était plutôt Paris, tout ça. Il disait, oh, mais le midi, c'est génial. Il était tout heureux. Donc, on faisait des liens comme ça, voilà. Donc, après, il y a eu, les chapeaux, c'est merveilleux. Parce que c'est un conteur aussi, hein. Genre, il faut absolument lire cette nouvelle-là. Illustrée par Topor, c'est remarquable. Il y a d'ailleurs des passages là, au mur. C'est super. Je vais en lire un. Tu as? Je vais en lire un. Ça me fait plaisir. Très bien. Voilà, c'est très bien. Et puis je vous remercie, toi, Françoise et Elki Burgos, qui est un grand poète, lui aussi, c'est un poète péruvien, qui gagne à être connu. Hein. Il est déjà connu, mais il n'est pas encore assez reconnu. Et c'est un type très bien. J'aime bien son dernier recueil, c'est superbe. En bilingue, Elki Burgos. Hein, magnifique. Alors il faut les applaudir pour cette initiative formidable. Jean Briand, c'était aussi l'ami des artistes.
Et il a fait pas mal de livres avec eux, notamment les chapeaux. Et là, je vais lire un tout petit texte de Jean Thuisier en préambule, et puis ensuite on vous en dit plus. J'ai demandé à Roland Topor, montre-moi tes chapeaux, je te dirai qui tu es. Il m'a répondu, je ne porte pas de chapeau, regarde mes dessins. C'était vrai. À travers les dessins de Roland, on retrouve son âme et son esprit, souvent tragiques et torturés. Nous sommes cependant tombés d'accord pour reconnaître que c'est important un chapeau. Il y a des chapeaux gais ou des chapeaux tristes. Il est facile d'être poli avec un chapeau. On peut saluer avec un petit geste de la main ou une grande révérence avec un chapeau au bout du bras en s'inclinant bien bas. Je vais quand même dessiner des chapeaux pour ton histoire, m'a tout de suite dit Topor. Et bien vite, avec une plume et une feuille de papier, il s'était débarrassé de ses démons familiers, le temps, le sexe, la mort, la misère, grâce à l'inépuisable humour avec lequel il construisait ses images bouffonnes, ses croquis et ses caricatures grotesques. Roland était mon ami. Son rire éclatant et ruisselant en cascade m'accompagnait souvent. Peu de temps avant sa disparition, il m'avait avoué dans une tristesse passagère « Je ne suis plus qu'un lopin de terre, fatigué où rien ne pousse ». J'ai alors compris l'ironique dérision de ses dessins que cachait la mélancolie de l'artiste exceptionnel qu'il était. Le livre commence comme ça. Il était une fois un homme qui s'ennuyait. Il vivait seul dans une ville immense, remplie de gens, eux, qui n'avaient pas l'air de s'ennuyer. Avec envie, il les regardait courir, s'agiter, discuter. Quand il s'approchait d'eux, il se taisait. Et quand il leur demandait pourquoi ils étaient heureux, ils répondaient « Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer ». Cet homme avait essayé de travailler, mais cela aussi l'ennuyait. Il disait « Les gens sont bêtes ». Et il s'ennuyait toujours et marchait dans la ville du matin au soir pour tromper son ennui. Un jour, l'homme qui s'ennuyait s'arrêta devant un magasin. Dans la boutique, un client essayait des chapeaux. Le vendeur montait sur une échelle en bambou et descendait des piles de carton remplies de chapeaux que le client posait sur sa tête. Tantôt le chapeau trop petit restait sur le sommet de son crâne, tantôt il lui couvrait le nez comme un éteignoir. Le client rendait les chapeaux en riant et le vendeur riait aussi. Tous deux avaient l'air de s'amuser énormément. Enfin, le client, toujours riant, trouva un chapeau qui lui allait bien. Il l'acheta et sortit du magasin, le chapeau sur la tête, souriant au vendeur, qui souriait à la caissière, qui souriait au client. « Voilà des gens heureux, dit l'homme qui s'ennuyait. Enfin, j'ai trouvé. Pour ne plus s'ennuyer, il faut acheter des chapeaux. » Alors, il va acheter des chapeaux. Non, je raconte pas tout. Il va acheter des chapeaux. Les dessins de Topor sont un petit peu décalés par rapport au récit, mais ils sont géniaux. Et je vous montre surtout pas le dernier. Voilà. Merci. Donc, je tiens à remercier Alain et Sylvestre, ainsi que mon fils Léo et sa compagne Coralie également, Isa Espinosa, Isabelle Bianelli et Michel Ivars qui m'ont spécialement aidé, et puis Elki, on en parle très discrètement, mais il a connu mon père pendant une dizaine d'années et ils se sont super bien entendus. Ils ont beaucoup échangé, ils se sont traduits mutuellement. Ça, c'est quand même fort pour mon père qui ne comprenait pas bien l'espagnol. Bon, mais enfin, il a inventé un peu quand même. Bon. Et puis, moi, je remercie aussi l'entreprise d'Anila qui a vraiment fait du beau boulot dans le local. Voilà. Léo, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur ton grand-père? 2-3 petites choses. Oui. Tout d'abord, merci à tous d'avoir fait le déplacement, d'avoir écouté, d'être si nombreux ce soir. Vous pourrez constater nos petits soucis de chaises, de microphones qui cessent de fonctionner 5 minutes avant le début du spectacle. Ce sont les aléas du direct, comme diraient certains.
Ce soir est important pour nous. Nous rouvrons la galerie Jean-Briance et nous nous rappelons de qui était Jean-Briance. Jean-Briance, c'était 2 personnes, c'était mes 2 grands-parents. C'était Jean Thuillier, c'était aussi Germaine Namias, alias Mimi, qu'on j'ai entendu pendant des années. Vous avez écouté quelques extraits, quelques mots de personnes qui l'ont bien connue et quelques pages d'histoire. Moi, quand je pense à mes grands-parents, quand je me rappelle le plus lointain de mes souvenirs, c'est mon grand-père en train de me raconter des histoires. J'ai eu une enfance bercée d'histoires, de récits divers. Alors, ce ne sont parfois pas les miennes, celles qui viennent d'être relatées sont autres, mais mon grand-père, il avait soigné une fois un résistant dans un maquis en écrasant les asticots de sa blessure pour les faire cicatriser. Il était monté sur Paris dans un contexte compliqué. Il a fait de la pharmacologie par hasard parce que son directeur de thèse neurochirurgien était décédé. Du coup, il a fait autre chose. Bon, ça a un peu marché. Il a rencontré par hasard une petite amie qui était utile pour son travail, ça a aussi bien marché. L'histoire de mon grand-père, ce sont des petites histoires qui ont bien marché. Il y en a certaines qui ont moins bien marché, mais ça faisait tout de même des belles histoires. Alors on pourrait raconter beaucoup de choses. On pourrait dire que dans la clandestinité, ils ont été accueillis par la NASA dans les années 60, lorsqu'on découvrit que leurs produits étaient utiles aux cosmonautes. Disons après, on s'est aperçu qu'en finalement non, c'était pas utile, mais c'est pas grave, ils étaient accueillis, ils ont été applaudis, ça faisait encore une belle histoire. Médecin, entrepreneur, chef d'entreprise, artiste, écrivain, médaillé, un peu politique, ça c'est pas forcément ce qui a mieux marché. Voyageur, père, grand-père, grands-parents. Voilà, Jean-Briance, c'est une histoire qui s'enracine dans le quartier latin au niveau de cette galerie d'art. Cette galerie d'art ne s'est pas arrêtée de fonctionner depuis les années 70. Et c'est important de se souvenir que Jean-Briance, ce sont bien 2 personnes d'exception, mais c'est une histoire qui ne s'est pas arrêtée. En l'an 2000, ma mère, Françoise Thuillier, a repris le flambeau de la galerie Edifort, puisque Jean-Briance, c'est la société Edifort. Elle a fonctionné 15 ans dans Eloquois. Mitoyen, où de nombreuses expositions se sont déroulées, où l'Amérique latine a trouvé à s'exprimer également, des collections de tableaux, de poèmes, des rencontres, Elki. Ah oui, je suis venu souvent faire les lancements de mes livres, d'ailleurs, grâce à Françoise. Elki, qui fait partie plus qu'intégrante de notre famille, qui nous a accompagnés, qui dans les œuvres font partie aussi de l'histoire de cette galerie. Ma mère, qui est trop modeste, malgré mon insistance, a refusé de mettre trop en avant ses propres œuvres, qui méritent tout à fait leur place, à côté celles d'Olivier Olivier, Courme ou autres, que nous pourrions avoir sur les murs. Comme je le disais, mon grand-père, c'est des histoires. Et les histoires, ce n'est pas forcément que lui qui les compte, elles continuent à être racontées. Et si nous vous avons invité ce soir, ce n'est pas, et c'est ce qu'on voulait éviter, on ne voulait pas faire un hommage posthume, on veut faire un hommage vivant. On veut rappeler qu'on existe encore, on a nettoyé les murs, on a lavé les vitres, on a refait un petit peu le mobilier, et on a pas mal de choses encore à vous raconter. Françoise Thuillier a des choses à raconter dans ces lieux, ces murs vont être recouverts de beaucoup de choses, peut-être pas uniquement des tableaux, des sculptures, des chansons, des défilés, tout est à inventer. Et après, le mois et d'autres avons bien l'intention d'animer les semaines, les mois et les années avec de nouvelles formes d'expression, rencontrer encore plus de monde et faire d'autres histoires. Donc je vous remercie d'être là et j'espère que vous serez là pour les écouter à l'avenir. Un petit verre de l'amitié. Ah ouais, ouais.